Bon, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter en fait une conférence en fait sur en fait le voyage vers Mars, et c'est surtout en fait l'objectif, c'est de voir en fait l'application de la chimie où elle intervient dans un voyage en fait sur Mars. Donc, bien sûr, donc ça s'appelle en fait Mars Conquest. Et donc là, c'est le premier épisode. Alors c'est issu en fait avec des scènes de modélisation en fait 3D en fait avec le logiciel qui est gratuit, Blender 3D. Je sais pas si des gens connaissent. Et voilà, donc le premier épisode là que je vais vous montrer, ça va être la préparation donc en fait du voyage qui va partir donc du campus 2 comme vous avez dû voir sur le résumé. Et en fait c'est toutes les questions qu'on va se poser donc par rapport à la planète rouge et en fait tous les défis que la chimie pourra répondre en fait pour pouvoir effectuer ce voyage sans encombre. Donc ce projet donc en fait est né c'était avec les têtes chercheuses donc au niveau des relais de sciences. Donc là le but c'était vraiment de créer en fait un scénario que ça soit interactif en fait avec le public. Donc là vous allez être les premiers à tester. Et composé en fait d'images de synthèse. Donc là, vous voyez une copie d'écran donc d'un de mes écrans où là, il y a la fabrication d'une navette spatiale que vous allez voir, qui a été en fait générée, enfin que j'ai créée en fait avec le logiciel. D'accord, donc c'est un peu comme à la Pixar. Et bien sûr, en fait, avec ce logiciel-là, on peut faire des jeux vidéo, mais aussi des films. Donc voilà. Donc quand on s'y connaît très bien, on peut commencer à faire un film d'animation. Donc là, on aura les images aujourd'hui et dans un futur, j'espère avoir donc le film. Donc là, je vous ai distribué en fait des petits papiers. Donc faites passer. Tiens, Isabelle. Donc voilà, enfin ceux du fond, parce que donc Nathalie, là, Christophe. Ah oui. Donc en fait, vous avez des papiers et en fait, donc ça veut dire qu'au cours de la conférence, en fait, je vais vous poser en fait des questions où on va réfléchir sur certaines questions. Donc ça peut être des questions de chimie, mais aussi en fait sur la planète rouge. Et donc, il y aura deux possibilités de réponse. Bien sûr, on verra ensemble en fait la réponse. Et donc, si vous pensez que c'est le côté vert ou le côté rouge, d'accord. Voilà. Donc ensuite, donc la chimie. Donc la chimie, c'est un monde passionnant. Donc moi, je suis maître de conférence à l'université de Caen. Donc je travaille au laboratoire LCMT. Vous allez voir le laboratoire. Voilà. Et je travaille en fait en synthèse organique et notamment pour les matériaux organiques, donc pour les nouvelles énergies. Et j'ai fait ma thèse en fait dans les machines moléculaires. Donc c'est d'actualité avec le prix Nobel, avec notamment Jean-Pierre Sauvage sur les machines moléculaires. Donc vous voyez qu'en fait en chimie, en fait c'est des briques, on les assemble, donc les différents atomes, et on va construire des molécules, et on s'intéresse à leur forme, à leur assemblage, et elles vont avoir des propriétés, soit émettre de la lumière, de l'énergie, conduire les électrons. Donc c'est assez fantastique. Donc vous avez le ballon de football qui existe déjà en fait à l'échelle nanométrique avec le fullerène. Bon, le glucose, donc tout le monde le connaît. Vous avez en fait des molécules qui vont en fait s'allumer en fait lorsqu'on leur donne en fait un courant électrique. Donc ça, vous avez dû entendre parler des OLED et des LED, donc notamment avec les écrans et au niveau des phares des voitures. Voilà. Et bien sûr le parfum. Donc ce qui est fantastique, c'est que quand vous connaissez en fait la chimie organique, vous pouvez créer de nouvelles molécules et donc de nouvelles odeurs, parce que vous avez la capacité de créer des choses qui n'existent pas dans la nature. Donc voilà, donc là on arrive dans le vif du sujet, donc la planète rouge et donc la Terre avec notre Lune. Et il faut savoir en fait que la distance donc entre le Mars et la Terre va de 56 à 401 millions de kilomètres. Et ça dépend en fait de l'alignement en fait de Mars avec la Terre. Et en août 2050, c'est pour ça que j'ai choisi cette date, on sera au plus proche de la planète rouge. Donc on sera à 51 millions de kilomètres. Donc 7 mois, c'est pour 51 millions de kilomètres. Donc voilà, il faut de la patience, être de bonne humeur dans la navette spatiale. Et donc bien sûr, donc la chimie va répondre à de nombreux défis sociétaux, mais surtout donc en fait scientifiques, donc dans la santé.
dans les nouvelles énergies et dans l'environnement. Donc là, vous avez dû aussi en entendre parler, donc en fait du film Seul sur Mars. Donc c'est un des films en fait où là vous avez pas mal d'infos scientifiques, notamment au niveau des thermoélectriques, etc. et tout ça, ou la décomposition de l'hydrazine avec laquelle il va faire de l'eau. Donc voilà. Donc c'est vraiment une application des connaissances de chimie pour essayer de survivre en fait à son habitat. Donc Mars, voilà, 50 millions de kilomètres, donc elle a 2 satellites. Donc là, je vous ai juste représenté donc celui qui est le plus proche de Mars, qui est Phobos, donc qui ressemble pas vraiment à notre Lune, donc qui est totalement donc en fait déformé. Et vous pouvez voir en fait sur la planète Mars, l'une des caractéristiques, c'est cette cicatrice. Donc là, vous voyez en plein milieu de la planète, et donc c'est exactement donc là où on veut aller, parce que on veut savoir en fait s'il y a des couches, s'il y a des composés organiques, donc notamment donc de la vie, et surtout des traces d'eau. Et donc on va essayer en fait, d'arriver donc en fait dans cette crevasse, parce que vous avez les différentes couches géologiques. Donc c'est plus simple. En fait, la nature nous a creusé un trou, donc autant pas le creuser nous-mêmes. Voilà. Et donc c'est ce qu'on appelle donc en fait le canyon de Valle Marineris. Donc très connu avec le mont Olympe. Donc c'est vraiment les 2 motifs géologiques les plus connus de la planète rouge. Et bien sûr, vous avez dû aussi découvrir en fait l'aventure passionnante avec Curiosity, l'ensemble des rovers. Et il y a un phénomène assez intéressant, c'est que selon en fait les saisons au niveau de la planète Mars, on a des écoulements. Donc vu en fait par du satellite, et donc on pense que c'est des traces d'eau. Donc c'est pour ça qu'on a envoyé plein de rovers. Et apparemment, donc les dernières infos de la NASA, en fait, ça serait de la saumure, donc en fait de l'eau en fait salée, qui selon en fait la chaleur va commencer en fait à fondre et en fait à s'écouler. Donc voilà. Donc ce qui serait intéressant, c'est de récupérer des échantillons de ces composés donc en fait liquides pour toutes les traces d'acides et notamment les acides aminés. Voilà, donc là c'est cliché sur Mars qui nous intéresse. Alors maintenant voilà la première question. À votre avis, fait-il froid en fait sur Mars ? Donc là la majorité donc c'est vert. Et donc on va voir donc la réponse. Et oui, donc la température moyenne est de moins 63 degrés. Donc vous voyez que la température la plus chaude, donc côté soleil, elle est donc de 20 degrés et on va jusqu'à moins 140. Donc ça il faut le savoir parce que pour l'habitat sur Mars c'est quand même assez important, hein. Donc il faut bien se couvrir au niveau des combinaisons. Ensuite, donc deuxième question. Alors, sommes-nous plus légers sur Mars que sur Terre ? Donc, une grande majorité donc en fait de vert, donc certains donc rouges. Alors, donc ça c'est super intéressant parce que vous savez en fait que le gros problème quand on est dans l'espace, c'est que si la gravité est très faible, on va avoir une perte de calcium au niveau des os. Parce que en fait, notre ossature, comme on est étant plus léger, elle ne nous retient plus. Donc ça veut dire qu'on a une perte de calcium. Et donc quand on revient sur Terre, on est très fragilisé en fait, au niveau des os. Donc pour ça, on n'a pas encore résolu en fait, ce problème au niveau de l'espace. Alors, la réponse est, oui, on est plus léger sur Mars. Donc la gravité est de 0,38 si on considère que la gravité est de 1 sur la planète, donc sur la Terre. Donc ça veut dire qu'il va falloir le prendre en considération parce que on va continuellement vivre avec une gravité faible. Donc il va falloir peut-être essayer de faire de la gravité artificielle. Donc je ne sais pas si vous connaissez un moyen pour faire de la gravité artificielle. Quelqu'un a une idée ou pas ? Ouais, exactement. Donc on va utiliser en fait la force centripète en fait pour pouvoir faire de la gravité. Ouais. Donc logiquement, ça, on va l'utiliser dans le vaisseau. D'accord. Alors ensuite, quel est le plus grand danger sur Mars ?
Est-ce que c'est le manque d'oxygène ou est-ce que c'est les rayons cosmiques? Alors, il y a une majorité de rouge, quelques verts. Alors, donc là, on va voir la réponse. Donc là, c'était assez serré. C'est les rayons cosmiques. Donc, il faut savoir en fait que l'atmosphère en fait au niveau de Mars est très ténue, donc elle est très faible. Et résultat, en fait, la surface est balayée par des rayons cosmiques. Donc, on a les plus dangereux, c'est les rayons gamma. Donc voilà, et donc il va falloir s'en protéger. Alors je ne sais pas si est-ce que vous connaissez un moyen. Alors le plomb c'est pour les rayons X, ouais, donc ça c'est une bonne réponse. Par contre les rayons gamma, eux, ils traversent en fait le plomb. Mais les rayons X, ouais, au niveau des équipements rayons X, on utilise le plomb. Alors là, c'est donc là, les rayons cosmiques. Donc il y a deux moyens en fait pour pouvoir s'en protéger. Déjà, il y a la visière, donc au niveau donc en fait du casque d'astronaute, et ensuite il y a la combinaison. Donc actuellement en fait on est en cours donc en fait de préparation des nouvelles en fait tenues donc des astronautes. Mais ça c'est grâce en fait à la R&D qui est dans les laboratoires. Alors déjà donc au niveau donc en fait des visières. Et ben en fait, il faut avoir le moyen de, lorsque vous êtes face au soleil, au niveau des rayons cosmiques, dès le moment qu'en fait que le matériau est en contact avec le rayon, il faut vite en fait qu'il change donc de couleur et qu'il devient en fait opaque au niveau donc des rayons. Alors il y a un des matériaux en fait qui est développé en fait en chimie, donc en chimie organique en fait, c'est les matériaux qu'on appelle l'électrochromisme. Donc actuellement donc ça apparaît en fait au niveau des bâtiments, avec le changement en fait de la couleur donc des verres. Donc bon, il y a les verres de lunettes, mais il y a aussi en fait les bâtiments. Donc vous voyez que là il y a une personne en fait qui est face à une vitre. Le soleil en fait arrive une grande intensité. Vous avez une cellule photovoltaïque qui va émettre en fait du courant. Le courant va oxyder le matériau et le matériau va changer de teinte. Donc il peut changer de couleur, mais il peut aussi passer de opaque à complètement donc en fait invisible. Et donc derrière, en fait, il y a toute une technologie. Donc en fait, sous chaque petit morceau donc de la vitre ou du matériau, vous avez en fait une cellule avec un matériau en fait polymère donc type conjugué. Donc c'est des grosses molécules avec beaucoup d'électrons pi, des phényls et des choses comme ça, qui vont en fait s'oxyder. Et donc vous voyez là je vous ai dessiné donc des molécules et donc par exemple donc là en fait à gauche vous avez transparent bleu clair et vous passez donc du bleu complètement opaque rien que par une réaction d'oxydation. Et donc ça veut dire que les visières donc des astronautes, donc là il y a une grande application, c'est que ces matériaux peuvent passer donc en fait du transparent à l'opaque en quelques dixièmes de seconde en fait. Donc ça veut dire, et là vous avez un matériau qui est actif, ça veut dire qu'il va devenir de plus en plus opaque en fonction de l'agression. Et donc là vous voyez il y a tout un panel de couleurs en chimie organique grâce à la grande variété des molécules. Et donc on peut faire en fait du rose, du fuchsia, du jaune, du bleu. Donc vous voyez en fait là aussi au niveau des vêtements intelligents, au niveau des textiles. Plus tard, en fait, on aura l'incorporation de ces molécules pour changer donc de couleur, soit pour avertir donc d'un danger face en fait à l'émission de radiation gamma, rayons X ou des radiations au niveau du nucléaire. Donc au LCMT, on a des équipes en fait qui travaillent notamment pour les radiations nucléaires. Alors, donc les rayons en fait cosmiques. Alors donc là, ça serait pour les rayons gamma. Donc la question, c'est utiliser de l'eau pour se protéger des rayons gamma. Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Est-ce que l'eau permet de protéger? Donc là, il y a une majorité de rouge. Donc voilà. Et la réponse est oui. Donc en fait, l'eau,
est un des matériaux qui absorbe énormément en fait les rayons gamma. Et donc vous voyez, on n'est pas obligé d'aller chercher très très loin, d'accord. Et donc en fait aujourd'hui, on peut en fait utiliser des matériaux au niveau des combinaisons, des matériaux poreux qui ont la capacité d'emmagasiner une grande quantité d'eau, mais tout en n'ayant pas la sensation de liquide, de mouillé. D'accord ? Et résultat, en fait, on a une protection comme la couche de plomb, donc pour nous protéger des rayons cosmiques. Donc à mettre au niveau des combinaisons, mais aussi au niveau des habitats. Donc actuellement, en fait, au LCMT, on travaille aussi sur les matériaux poreux, avec où on peut en fait supporter des principes actifs et notamment en fait emmagasiner beaucoup d'eau ou d'autres produits en fait. Ensuite, donc l'autre question, y a-t-il de la glace sur Mars ? Alors là, il y a une grande majorité donc de vert. Et donc la réponse est oui. Donc en effet, sur Mars, il y a de la glace. Alors, donc le CO2, ça c'est sûr, ça veut dire que sur la calotte en fait au sud de Mars où il fait beaucoup plus froid, on a vraiment une grosse réserve de CO2. D'accord ? Donc comme on sait que le CO2 est en fait un gaz à effet de serre, on va dire dans un roman de science-fiction ou dans un film de science-fiction, on peut dire qu'on pourrait libérer le CO2, d'accord, pour essayer de faire en fait une atmosphère et donc un effet de serre. Voilà, donc le CO2, moins 76, 80 degrés. Donc là, vous verrez en fait à la fête de la science au niveau du week-end, en fait, on a des expériences au niveau Science 3 avec du CO2, donc solide, comme on pourrait le trouver en fait sur Mars, et où on peut remplir des ballons de baudruche en fait avec la fonte de la glace. Alors après, il s'apparaîtrait, donc d'après les infos très récentes de la NASA, que sur la calotte nord, en fait, ça serait plutôt en fait de l'eau, là de la glace, mais sous forme d'eau, et qui serait vraiment en profondeur. Et en surface, on a de la saumure, donc en fait de l'eau chargée en fait en sel qui fond à chaque fois que le Soleil en fait arrive, d'après les photos en fait satellites donc qu'on aurait. Donc voilà, donc là en fait on s'est posé des questions en fait par rapport à Mars au niveau des rayons cosmiques et au niveau de la gravité, donc en fait pour se préparer. Et maintenant donc voilà, donc là je vous présente en fait le campus 2 où on est. Donc là vous voyez, vous reconnaissez donc l'ENSICAN, le grand bâtiment. Donc là Science 2, Science 3 est juste là. Donc en fait l'idée de la mission ça serait de faire partir la fusée du campus 2. Bon, je sais pas s'il y a beaucoup de place, mais bon, on va essayer. Et en fait voilà, et en fait on a le laboratoire, donc le LCMT, donc en fait qui est juste derrière. Ensuite on a le LCS, on a beaucoup de laboratoires, donc CRISMAT, le CNRT, et on a chacun une discipline en fait en chimie. Et en combinant en fait chaque discipline, en fait on arrive à avoir des matériaux très complexes, mais aussi très performants. Donc bien sûr, donc vous avez aussi le campus 1, vous avez l'ex-IBFA, donc au niveau de la biologie, donc biochimie. Et donc voilà, donc en fait toutes les disciplines, donc on a la chimie organique, la chimie donc des matériaux, donc on a la catalyse, donc tout ça donc est présent. Donc ensuite, donc on dit en fait que on est poussière d'étoiles en fait. Donc tout d'abord en fait la chimie c'est le chef d'orchestre. En fait, qui dirige la symphonie en fait des atomes. Et quand on regarde en fait la composition en fait de l'atmosphère donc de la Terre, on s'aperçoit en fait voilà que en fait on a essentiellement donc de l'oxygène. Et puis comme par hasard, au niveau du corps humain, c'est l'hydrogène, le carbone, l'oxygène, l'azote qui sont essentiels. Et on a très peu. Vous avez vu que la quantité en fer, en cuivre, en étain est très 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 faible. Pourquoi ? Parce qu'en fait ces éléments-là, en fait, ils viennent de l'explosion en fait d'étoiles. Donc ça arrive pas si souvent l'explosion des étoiles. Donc voilà. Donc ça en fait on l'a déjà vu. Donc voilà, donc au niveau du LCMT, donc dans notre laboratoire en fait on a plusieurs thématiques. Donc c'est surtout la chimie organique en fait pour la biologie, la médecine, donc pour de nouveaux principes actifs, des médicaments, mais aussi donc en fait pour les matériaux.
et la valorisation pour l'environnement. C'est-à-dire que là, on cherche à valoriser, par exemple, à transformer le CO2 en d'autres molécules pour essayer donc en fait d'éviter les effets de serre ou pour la décontamination. Voilà. Donc c'est vraiment une chimie qui fait face à des défis en fait sociétaux dans tous ces aspects. Donc voilà. Donc là, en fait, on est parti donc de la Terre du campus 2. Donc là, en fait, il faut une fusée en fait pour partir du campus 2, mais à un moment donné, si on veut un gros vaisseau, on aura du mal à le faire partir de la Terre. Donc il nous faut une station orbitale, dans tous les cas. Donc la station orbitale va arriver, vous la voyez là, donc au niveau de l'Arabie Saoudite. Donc en fait, je l'ai appelé Prométhée. J'ai pas été très inspiré. Et donc voilà, notre petite station. Donc on la verra plus en détail en fait grâce aux images en fait de synthèse. Bon voilà, donc ça c'est une des modélisations donc du campus 2. Donc que j'ai fait en fait avec Blender 3D, donc avec la fusée. Et donc là vous reconnaissez en fait les bâtiments de Sciences 1, de Sciences 2 et Sciences 3. Donc voilà, donc on est en 2050 donc avec le campus 2. Et en fait, là, on arrive en fait au niveau de la question. Pour propulser donc en fait notre fusée, est-ce qu'on va utiliser en fait l'énergie nucléaire ou l'énergie chimique ? Donc là, il y a une majorité de rouge. Donc en effet, c'est bien donc l'énergie chimique. C'est-à-dire qu'actuellement, en fait, on n'a pas beaucoup changé. Donc, en fait, depuis la création des V2, etc., en fait, on est bien en fait sur le moteur donc de type ergol ou propergol. Donc, en fait, l'histoire, c'est en fait, on utilise un oxydant et on utilise en fait qu'on fait réagir sur un réducteur. Donc là, en fait, on a le perchlorate d'ammonium qui est en fait l'oxydant, et on peut utiliser l'aluminium qui est un réducteur, mais on peut utiliser aussi l'hydrazine. Donc le fameux hydrazine qui était dans le film, il est utilisé en fait comme un réducteur pour pouvoir en fait propulser la fusée, et c'est pour ça qu'il en a des quantités immenses dans son vaisseau. Et on utilise un polymère parce qu'il faut lier les deux pour qu'il y ait un contact intime en fait entre les deux. Et après, vous avez ces gros moteurs, donc ces fameuses tuyères qui vont en fait projeter. Alors l'énergie nucléaire, en fait, quand on a fait de nombreuses recherches en fait sur l'énergie nucléaire, l'idée c'était de faire des mini explosions nucléaires pour pouvoir propulser en fait la fusée. Sauf qu'on s'est vite aperçu que déjà on n'arrivait pas à contrôler la poussée. Donc en fait les personnes se prenaient 10 ou 15 G. Donc donc c'était voilà. Et en plus au niveau sécuritaire, c'était peut-être un peu dangereux en fait. Donc vu le nombre de fusées qui décollent, voilà. Donc ensuite, il faut savoir qu'au niveau de notre Terre, on a quand même, contrairement en fait à Mars, on a une atmosphère qui est très 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 épaisse. Donc elle fait quand même 10 000 km. Et donc pour pouvoir s'en extraire, il faut une énergie astronomique, d'accord, sans jeu de mots. Donc en fait voilà, donc là je vous ai mis en fait au début on est au niveau de la troposphère, donc ça va, c'est nickel, c'est un peu comme les avions, et ensuite en fait notre jauge en carburant commence à se réduire considérablement, mais on a réussi quand même à sortir de l'atmosphère, mais on n'a plus beaucoup de carburant. Donc ça veut dire que si après on veut faire notre petit voyage sur Mars de 7 mois avec 56 millions de kilomètres, c'est dur. D'accord ? Donc là il va falloir trouver donc de nouvelles énergies. D'accord ? Et on ne va pas avoir l'idée de transporter du carburant dans la station orbitale, parce que là pareil en fait on va consommer la moitié pour sortir, et on aura quand même gardé l'autre moitié pour le voyage. Mais ça sera beaucoup trop lourd pour pouvoir aller sur Mars. Donc il faut trouver d'autres moyens d'énergie. Donc là on est toujours avec notre station orbitale. Est-ce qu'on parlait d'elle ? Donc là c'est le site de lancement. Donc voilà. Donc là c'est notre fameux vaisseau.
donc la station en fait orbitale. Et comme l'a dit en fait un de vos collègues, en fait, on est obligé d'avoir ces fameux anneaux qui vont donc tourner et qui vont créer en fait une gravité artificielle et donc éviter la décalcification des os et donc ainsi l'affaiblissement des armatures donc de notre squelette. Donc ensuite au niveau des énergies, donc au niveau des lumières, en fait, on n'utilisera pas en fait des ampoules ou des énergies en fait avec de la consommation électrique. Donc on utilisera en fait des OLED. Donc en fait ce sont donc des molécules. Donc là c'est ce qu'on développe au laboratoire, des molécules qui sous une irradiation vont émettre en fait de la lumière, de la fluorescence. D'accord ? Donc voilà, ça prend beaucoup moins de place. On peut faire des revêtements entiers, donc carrément des vitres qui s'allument, ou des choses comme ça, ou même des vêtements. Donc ça peut prendre en fait tous les formats. Donc ensuite, comment alimenter la station en énergie ? Est-ce qu'on utilise du solaire ou en fait provenant d'une combustion ? Parce que quand on utilise en fait le pétrole ou le charbon, ça provient d'une combustion. Donc là, je pense que tout le monde... voilà, donc c'est bien le solaire. Donc ça veut dire que maintenant, on va pouvoir mettre des grands panneaux solaires à notre station, donc en fait orbitale. Donc c'est ce qu'on voit en fait sur le toit donc des maisons actuellement. Mais il faut savoir que les panneaux solaires aujourd'hui en fait sont faits de composés inorganiques, donc du silicium, et il y en a très peu en fait avec des molécules organiques, car les rendements sont sont moins bons en fait aujourd'hui. Donc voilà, donc on a notre station avec, oui, je vous ai fait passer le petit satellite autour. Donc voilà, donc on a donc en fait nos panneaux solaires donc en fait tout autour. Et ensuite, la question un peu originale, c'est y a-t-il un rapport entre le tournesol et le panneau solaire ? Donc là, tout le monde dit oui. Alors en effet, vous avez raison. Et en fait, le tournesol, c'est un super matériau pour deux raisons. Donc déjà, on sait qu'il se tourne vers le soleil. Donc ça, c'est quand même très bien pour capter donc l'ensemble de la lumière. Mais il y a aussi en fait que par temps nuageux, il va plutôt se fermer. Et pour emmagasiner beaucoup plus en fait de soleil, au niveau donc en fait quand il fait beaucoup plus beau, il va commencer en fait à s'ouvrir, ce que font l'ensemble des fleurs. Donc ça veut dire que c'est un matériau qui est assez actif parce que il va en fait augmenter sa surface pour pouvoir emmagasiner un maximum donc de lumière. Donc on s'est dit tiens, pourquoi en chimie on ferait pas des matériaux donc des panneaux solaires qui pourraient grandir ou se rapetisser. Et donc, en effet, on a des matériaux qu'on a réussi à concevoir, préparer, donc en fait, qui sous un courant donc électrique, on arrive en fait à les faire gonfler. Alors c'est le simple principe, c'est qu'en fait on fait introduire des anions à l'intérieur en fait du matériau. Et résultat, en fait, il va commencer à grandir et augmenter en fait sa surface. Donc ça veut dire que s'il y a beaucoup de soleil, vous allez avoir en fait un courant donc en fait issu de cellules photovoltaïques qui vont fournir des électrons. Les électrons vont oxyder le matériau et le matériau va grandir et ainsi il a plus de surface et ça va décupler. Et s'il y a moins de soleil, le courant s'arrête et le matériau revient à sa position en fait initiale. Donc ça c'est intéressant. Donc voilà, donc là c'est les types de molécules qu'on trouve derrière ces matériaux. Et une des applications futuristes, ça serait donc en fait de créer le iPhone pour les aveugles. Donc on aurait en fait sous les pixels, donc au lieu d'avoir des OLED, donc avec des choses lumineuses, on aurait ce matériau-là avec un courant électrique. On fait gonfler en fait la surface et ainsi on peut réaliser en fait une écriture donc de type Braille. Donc voilà. Donc vous voyez que ça peut aller très loin. Donc là en fait en haut, donc là on le voit. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai agrandi en fait des panneaux solaires donc au niveau donc en fait du vaisseau et selon en fait son orientation, non seulement comme le tournesol les panneaux vont se tourner mais ils vont aussi s'agrandir.
Donc voilà. Et il y a aussi un autre avantage, c'est que l'un des grands dangers dans l'espace, c'est les morceaux de satellites. Et donc comment vous faites pour préserver vos panneaux solaires lorsque vous avez plein de projectiles qui vont à la vitesse d'une balle? Donc à un moment donné, il faut replier vos panneaux le plus rapidement possible. Donc si vous n'avez pas un matériau qui est flexible, et voilà, en un quart de seconde, vous perdez toute votre énergie. Donc après, vous êtes bien parce que vous êtes seul dans l'espace. Donc voilà. Donc là, c'est ce que je vous ai dit. Donc agrandissement du panneau solaire pour capter un maximum en fait de lumière. Donc là, on voit en fait le vaisseau petit à petit. Bon, logiquement, on est dans un autre vaisseau pour pouvoir le voir. Et là, en fait, on voit la navette donc du campus 2 qui commence en fait à arriver. Voilà. Ouais. Il fallait le mettre, hein. Ça valait le coup. Et donc voilà, en fait, pouvant en fait rentrer. Et alors bien sûr dans l'anneau, ce qui est pas mal, c'est de pouvoir en fait synthétiser tous les composés organiques, OLED et les matériaux que je vous ai montrés directement dans l'espace, parce qu'en fait vous amenez en fait dans le vaisseau rien que les réactifs ou les produits les hydrocarbures qui prennent beaucoup moins de place. Et donc ainsi, bon là je vous ai fait des petits bonhommes. Et donc avec des paillasses. Donc là c'est ce que vous voyez en fait à droite. Bon là c'est ma paillasse. Et donc vous voyez en fait donc au laboratoire on a des systèmes en fait où on peut faire par exemple 5 réactions en même temps pour tester plusieurs conditions. Donc c'est ce qu'on appelle la chimie combinatoire. Là vous avez un ballon avec un composé fluorescent donc qui est orange pétant. Voilà. Voilà, donc c'est juste l'épisode 1. Hein. Donc après, quand j'aurai un peu plus de temps, je pourrai faire en fait la mission. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.